Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour notre grand entretien avec notre candidat. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir professeur Mary Teuw Niane. Professeur Mary Teuw Niane, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vos auditrices et vos auditeurs, à vos téléspectatrices et à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, ancien ministre de l'enseignement supérieur et membre de l'Académie nationale des sciences et techniques. Comme vous le savez, nous allons aborder amplement votre vision, votre programme par rapport au pays. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mais tout d'abord, nous entamons la ligne droite du processus de parrainage. Où en êtes-vous? Oui, on est content de là où nous en sommes, puisque nous avons choisi le parrainage à travers nos militants qui sont dans les 46 départements où nous sommes présents, en plus de la diaspora. Et à l'heure actuelle, nous avons dépassé les 50 000 parrains. Nous avons dépassé aussi les 8 régions où nous avons plus de 2000 parrains. Donc nous remplissons les conditions pour être éligibles au niveau de la présidentielle de 2024. Mais c'est une étape qui est tout sauf une sinécure, visiblement. Non, c'est une étape très difficile parce que nous nous sommes rendus compte durant cette période de parrainage que ce que nous dénonçons dans la vie politique sénégalaise est encore là, c'est-à-dire l'argent. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de parrains ou de parrainage sont achetés. Et comme nous n'avons pas de moyens, nous sommes un candidat pauvre, donc nous, ce sont les militants, c'est leur volonté, c'est leur action sur le terrain qui fait qu'on déniche un peu partout des parrains. Donc ça a été assez difficile, ça a été pénible, mais nous en sommes heureux parce qu'un parti qui a été annoncé le 20 mars 2023 et qui arrive à réunir autant de parrains et surtout dans autant de régions, nous pensons que c'est très positif. Et vous, à la place du processus de parrainage, qu'est-ce que vous auriez prôné? Moi, je pense que j'aurais posé une amélioration. Parce que l'introduction des 3 modes de parrainage est une bonne chose, qu'on puisse parrainer avec un nombre de députés, qu'on puisse parrainer avec des présidents de conseils départementaux et de maires, qu'on puisse parrainer par le parrainage citoyen, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'il faudrait, je pense, rajouter, c'est que les partis qui ont des députés ne puissent pas participer au parrainage citoyen. Que les partis qui ont assez de maires et de conseils départementaux ne puissent pas participer au parrainage citoyen. Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, ces formations politiques y participent essentiellement pour empêcher les autres d'avoir des parrainages. Or, cela ne participe pas à l'inclusion de cette élection que tout le monde appelle de ses voeux. Donc, pour moi, c'est la chose. La deuxième chose, peut-être aussi introduire un parrainage par les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, etc. Mais il est clair qu'il faut trouver un moyen démocratique de réduire le nombre de candidats. Et de ce point de vue-là, je pense que pour l'instant, c'est le parrainage qui est là. Maintenant, bon, quoi qu'il en soit, vous visez la magistrature suprême, professeur Mary Teuw Niane. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous avez été ministre de l'enseignement supérieur, recteur de l'UGB. Donc l'élection se passe dans un contexte où les universités sont fermées, c'est la confusion totale. Vous, en tant qu'ancien ministre de l'enseignement supérieur et ancien recteur, quel est votre sentiment de manière générale d'abord? Je suis très peiné parce que la fermeture des universités, en tout cas du grand nombre des universités, est une très mauvaise chose. Parce que nous, le socle de la transformation nationale que nous voulons, c'est l'éducation et la formation. Et il est donc grave
que la plus grande université sénégalaise puisse fermer ses portes depuis presque maintenant, combien, 6 mois. Et c'était prévisible. C'est ça qui est malheureux dans l'affaire. Parce que nous sommes quasiment à la même situation où on était à l'élection présidentielle de 2012, c'est-à-dire pour l'année universitaire 2011-2012. Et ce sont les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets, à savoir la massification de l'université. Lorsque j'étais arrivé au ministère de l'Enseignement supérieur le 29 octobre 2012, j'avais trouvé une université de Dakar avec autour de 100 000 étudiants. Et l'une des premières préoccupations que j'ai eues, c'est de réduire le nombre d'étudiants en jouant sur l'orientation des bacheliers, en jouant aussi sur le fait qu'une partie des bacheliers était orientée vers le privé, pour que l'université puisse accueillir un nombre correct d'étudiants et que petit à petit, on puisse réduire le nombre d'étudiants. Et c'est comme cela, de fil en aiguille, en 2019, quand j'ai quitté, l'UCAD était à 76 000 étudiants. Et malheureusement, l'année, quand j'ai quitté en avril 2019, dès la rentrée suivante, le gouvernement a pris la décision qui est de dire on n'oriente plus les bacheliers dans le privé, tout le monde peut venir dans les universités publiques. Et il y a une paupérisation de l'université. Exactement, la massification crée la promiscuité en tout, au niveau de la restauration, il faut des queues, au niveau de l'hébergement, au niveau des salles, des amphithéâtres et au niveau des enseignants. Parce que qui dit massification dit explosion des heures d'enseignement, des heures de cours, des heures de travaux dirigés, des heures de travaux pratiques, dit aussi explosion des copies, aussi bien des examens que des contrôles continus. Donc tout cela crée un effet, je dirais, d'énervement au niveau des étudiants. Mais professeur, sans dédouaner un peu l'État, parce que nous avons traversé ces dernières années des crises répétitives et très difficiles. Est-ce que l'État, quelque part aussi, n'a pas raison de prendre les devants par rapport à d'éventuels remous? Bon, on est dans un contexte préélectoral. Oui, je pense que l'État est d'abord coupable. Est d'abord coupable parce que c'est l'État qui a produit la massification. Je pense que ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, cela ne dédouane pas d'abord, en premier, les événements qui sont passés à l'UCAD, que je trouve inadmissibles, et il faudra sanctionner ceux qui ont eu à le faire. Parce que le temple de savoir, c'est ce qu'on a de mieux. Et la jeunesse, c'est ce qu'elle a, c'est le besoin qu'elle a, le besoin de formation, etc. Maintenant, je pense qu'il est du rôle de l'État de pacifier l'espace universitaire. L'espace universitaire a des acteurs. Ce qui a créé cet événement, je pense, en grande partie, c'est la massification. Vous savez, quand je prenais l'enseignement supérieur, il y avait des crises. Il y a eu même des crises graves. Mais si vous remarquez, petit à petit, les crises se sont estompées. Et on est arrivé à des moments où il y a eu des élections. On disait que vous étiez un ministre dur. Non, en fait, je n'étais pas dur, mais j'étais rigoureux. Je n'étais pas dur, mais j'étais rigoureux. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et j'ai changé avec les responsables d'étudiants en toute transparence. Et je pense petit à petit, ils ont compris que ce ministre qu'ils avaient n'était pas un ministre qui les trompait. Il leur disait la vérité et ils ont fini par l'accepter. Mais le plus important aussi, on était arrivé à pratiquement, je dirais, normaliser la situation. Et c'est ce retour en arrière qui est incompréhensible, qui produit cela. Et je pense que l'État a des interlocuteurs au niveau de l'université. Il a comme interlocuteur le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SUDES et les syndicats des personnels. Mais là aussi, professeur, est-ce que vous ne pensez pas que, bon, c'est une hypothèse, la forte implication
des universitaires dans l'espace politique, est-ce que ça aussi, ça n'a pas participé au délitement de tout ce qu'on voit au niveau de l'université? Vous savez, ce n'est pas nouveau. Je pense que l'université, par essence, est politique. Moi, vous savez, quand j'étais ministre, je l'ai dit aux députés à l'Assemblée nationale. Quand on m'interrogeait dans les radios et télévisions, je l'ai dit, on ne peut pas enlever la politique de l'université. C'est un espace de confrontation par excellence. Ceux qui le pensent, c'est illusoire. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est là où on forme les cadres qui vont diriger la nation. S'ils n'apprennent pas la politique à l'université, où est-ce qu'ils vont l'apprendre? Et ça a été toujours comme ça et dans tous les pays du monde. Maintenant, il y a un cadre. Il y a un cadre qui fait que, autant on a des idées politiques, mais autant l'université n'est pas un espace de confrontation partisane. C'est ça qu'il faut éviter dans l'université, d'en faire un espace de confrontation partisane. Et qu'il y ait des enseignants de l'université... Mais qu'on ne dépasse pas aussi le Rubicon de la violence aussi. Mais oui, je l'ai dit, il faut sanctionner ceux qui ont fait ça. Je dis, les professeurs qui sont membres de partis politiques, mais il y en a plein. Mais Abdoulaye Wade, il est issu d'où? De l'université. Cheikh Anta Diop, il a participé à des élections. Il est issu d'où? De l'université. Ibrahima Fall, il est issu d'où? De l'université. Abdoulaye Bathily, je peux en citer à n'en plus finir. Donc le débat n'est pas qu'il y a de la politique à l'université. Le débat, c'est d'éviter de faire de l'espace universitaire un espace de confrontation partisane. Maintenant, nous allons en profiter pour parler de... Vous êtes candidat à l'élection présidentielle et vous avez été un ministre de l'enseignement supérieur. C'est presque un secret de polichinelle. Vous avez une vision pour l'université quand même. Mais j'ai une vision de l'ensemble du système éducatif. Parce que j'ai une vision de l'enseignement supérieur que j'avais commencé à dérouler jusqu'en 2019, mais j'ai une vision du système en entier. Notre système doit être revu. C'est quoi le problème d'abord de notre système? Notre système, c'est que d'abord, il est en déphasage avec ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est quoi? C'est que nous parlons nos langues nationales. Ce n'est pas dans le système. Nous sommes des croyants, musulmans, chrétiens ou les religions traditionnelles. Ce n'est pas à l'école. Nous avons les valeurs de culture et de civilisation que nous ont laissées nos ancêtres et dont nous sommes très fiers. Ça aussi, ce n'est pas à l'école. Il y a ce premier grand déphasage. Le deuxième déphasage, c'est le fait que pour construire le développement d'un pays, il faut des gens compétents et surtout une jeunesse compétente. Or, nous avons défavorisé la formation professionnelle. Donc, il faut redresser cette histoire-là. C'est pourquoi notre système éducatif introduira dès le début les langues nationales, l'enseignement des religions. L'enfant musulman apprendra sa religion musulmane, l'enfant chrétien apprendra sa religion chrétienne, l'enfant des religions traditionnelles apprendra ses religions traditionnelles. Nous introduirons l'enseignement des valeurs de civilisation et de culture. Nous enseignerons les métiers, l'initiation à un métier pour les petites classes et un métier plus avant. Ensuite, nous... Et vous pensez que le régime du président Macky Sall a péché sur ce domaine? Pour moi, il a complètement péché. L'exemple type, c'est le lycée professionnel de Sandiara. Depuis quand on a posé la première pierre, c'est un lycée qui, jusqu'à aujourd'hui, quand vous passez derrière devant, c'est comme si vous étiez dans les ruines préhistoriques. Donc, vous voyez. Donc, il faut d'abord que l'école primaire reflète cela, que le français vienne en CE1, l'anglais en CM1, et que, à la fin, que l'enfant, on puisse l'initier, lui donner envie d'avoir un métier, qu'on supprime l'entrée en 6e.
Mais là, professeur, ma question, vous avez vu les statistiques de l'ANSD. Oui. Sur les 18 millions de Sénégalais, les 13 sont des jeunes entre 19 et 35 ans. Est-ce que, avec ce nombre important, est-ce que tous les jeunes doivent suivre la trajectoire classique de l'éducation? Non, et c'est là où je viens. Je dis, en CM2, on ne fera que le certificat d'études. Plus d'entrée en sixième. Parce qu'il faut permettre à tous les jeunes d'aller jusqu'au niveau de 10 ans, de la sixième à l'équivalent aujourd'hui de la troisième. Mais en CM2, on les divise en deux. Une moitié va faire un peu les cursus actuels, mais renforcés en sciences, en technologie et en initiation à un métier. Et l'autre moitié va faire ce qu'on appelle les collèges polyvalents de formation professionnelle et technique. D'accord. Ils vont faire le CAP et le BEP. Quand ils auront fini le CAP et le BEP, ils vont faire les centres polyvalents de formation professionnelle et technique où ils vont faire le BT. De l'autre côté, ils vont faire les bacs avec l'idée que la majorité d'entre eux fera des bacs scientifiques et techniques. Arrivé au bac, nous aurons les universités, telles qu'elles sont, nous aurons les ISEP, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, avec un ISEP dans chaque région du Sénégal, et nous aurons les universités nationales technologiques. Et nous voulons en créer 5. Un à Matam, un à Mbacké, une à Mbour, une au niveau de Vélingara et une dernière au niveau de Tambacounda. Donc selon vous, l'innovation numérique est très importante. C'est essentiel. Le numérique, vous l'avez vu avec l'université virtuelle du Sénégal, mais il faudra démultiplier ça jusqu'à l'amener au niveau du primaire, au niveau du collège, au niveau du lycée. Parce que la difficulté avec ce nombre de jeunes que vous dites, c'est, par exemple, quand vous faites la formation professionnelle, vous avez besoin de travaux pratiques, vous avez besoin de travaux d'atelier. Et vous ne pouvez pas avoir assez de moyens pour acheter tout cela. Le numérique va vous permettre de le faire en virtuel. On a formé un mécanicien, on peut le former jusqu'au bout sans pour autant qu'il touche à un moteur. Le moteur, il est dans l'ordinateur. Il va le démonter, il va le remonter, il va faire tout ce qu'il faut là-dedans et c'est après qu'il va aller juste pour se faire la main avec un moteur réel. Le numérique va apporter beaucoup. C'est pourquoi dans cette démarche, il faut l'Internet sur tout le Sénégal. Il faut qu'au niveau des établissements, particulièrement au niveau de l'école primaire, des collèges et des lycées, que les enfants aient des outils informatiques, que ce soit des tablettes, que ce soit des ordinateurs portables ou que ce soit des smartphones. Ensuite, il faut développer l'enseignement du numérique comme matière. Parce que derrière le numérique, vous avez tout ce qui est lié au développement, tout ce qui est lié à la robotique et tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui, je dirais, le moteur de la révolution industrielle, scientifique et technique. Mais maintenant, professeur, là, tout ce que vous dites là, c'est peut-être pour améliorer, vous l'avez dit, sur le système éducatif. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que l'éducation aussi, elle est censée faire évoluer l'homme et tout l'homme, pour reprendre le professeur Senghor. Qu'est-ce que vous allez faire pour accentuer la citoyenneté dans l'école? Exactement. Tu sais, vous savez, quand je dis on va enseigner nos langues nationales, quand on va enseigner nos religions, quand on va enseigner nos valeurs de culture et de civilisation, je suis au cœur de la question de la citoyenneté, de l'identité et de la confiance en soi, qui sont les fondements des soft skills, comme on le dit. Et c'est ça qui manque à notre système. C'est ça qui fait que le jeune n'a pas confiance en son pays pour pouvoir réussir. C'est ça qui fait que le jeune pense en prenant les bateaux, en allant même se suicider. Parce que moi, je considère que prendre les bateaux, c'est une manière de se suicider, aller se suicider, que c'est ça qui est plus heureux pour sa réussite que de rester sur place. Et c'est pourquoi notre enseignement, à côté de ce que je viens de dire,
évidemment, l'enseignement à la citoyenneté va aussi jouer son rôle pour que l'amour du pays, parce que l'amour du pays, on en a besoin parce qu'on a des jeunes. On en a besoin parce que quand on dit les jeunes, il y a la contrainte qu'il faut les former, mais il y a la force extraordinaire de travail qu'ils recèlent. Et que si ils savent qu'en faisant ça pour leur pays, ça leur revient après, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons des projets comme Ñàkk Jëriñu Ngir Defar Sa Ëllëg, où c'est les jeunes eux-mêmes qui vont construire ce qui va moderniser les villages, qui vont construire des écoles, qui vont construire des dispensaires et des maternités, qui vont construire des canaux pour amener l'eau le plus loin à l'intérieur du pays, pour que le paysan ait de l'eau 12 mois sur 12, etc. Donc c'est un ensemble. C'est pourquoi l'éducation, elle est essentielle. Tous les pays qui sont devenus émergents, tous les pays qui ont vaincu la pauvreté et le sous-développement en ont fait une priorité. Et nous ne pouvons pas être une exception. Maintenant, vous avez bien fait de parler de la pauvreté. Vous avez constaté avec tout le monde l'immigration clandestine qui est en train de faire des ravages. Vous, par rapport à votre programme et votre vision, est-ce que, bon, parce que depuis des années, chaque régime dit qu'il peut résorber le chômage et l'emploi des jeunes. Vous, effectivement, est-ce que vous avez une solution pour voilà, ce fléau, ce chômage des jeunes? Nous avons une solution à long terme et une solution à court terme. C'est la solution à long terme qui réglera définitivement la question du chômage. Mais c'est la solution à court terme qui permettra de donner aux jeunes le moyen d'espérer. Et cette solution à court terme, c'est, dès notre arrivée, ouvrir des formations certifiantes de courte durée, de l'ordre de 3 mois, 6 mois. Ces jeunes sont formés dans tous les métiers, maçonnerie, plomberie, charpentier, etc., peinture, etc., etc., tous les métiers possibles. Et on les met en groupement d'intérêt économique. Et ensuite, on les met sous la tutelle d'une entreprise. Et cette entreprise, on la charge de projets de l'État. Je prends un exemple, par exemple, parce qu'on est dans le domaine de l'éducation. Par exemple, éradiquer les abris provisoires. Quand j'ai visité la région, la Casamance naturelle, j'ai trouvé à Goudomp un collège en Kirtining. La même chose, je l'ai trouvé à Médina Yoro Fula. Et des écoles primaires, il y en a beaucoup un peu partout dans le Baol, le Kayor, dans le Fouta, etc. Il faut éradiquer cela. Et ces jeunes-là vont pouvoir faire ce travail qui est rétribué. Et quand ils vont faire aussi les formations certifiantes, ils auront une bourse. Cela permettra dans tous les domaines. Pour l'agriculture, nous avons besoin d'avoir l'eau 12 mois sur 12. Parce que c'est ça qui assurera aux paysans de pouvoir cultiver 2, 3 fois, 4 fois dans l'année. Mais pour cela, il faut faire les bassins de rétention. Il faudra faire les forages. Il faudra faire les canaux qui vont prendre l'eau depuis le lac de Guiers, l'amener jusqu'en face de Fatick, en passant par Touba, Diourbel et Bambey, le canal de Gandiol, les 5 canaux qui vont partir du fleuve Sénégal jusqu'au Djeri, au niveau du Fouta, etc. Les vallées fossiles, la revitalisation des vallées fossiles, le canal du Ferlo. Cela, ces jeunes vont pouvoir travailler, être rétribués, et quand ces projets-là seront en place, ils seront parmi les premiers, évidemment. Mais dans ce domaine, qu'est-ce que vous allez faire pour réconcilier? Parce que manifestement, il y a une déconnexion entre là. Parce que quand on parle d'agriculture, parfois un agriculteur, quand on parle d'agriculture par rapport à la jeunesse, un jeune trouve, par exemple, que l'agriculture est un métier avilissant, il faut voilà, être dans les services, tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour réconcilier la jeunesse avec l'agriculture? Plusieurs choses. D'abord, juste une anecdote. Vous savez, quand j'étais recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et que j'ai créé l'UFR Sciences agronomiques
aquaculture et technologie agroalimentaire, les gens me disaient, les spécialistes me disaient, vous n'allez pas avoir de candidats parce que les jeunes n'aiment pas l'agriculture. Et la première année où on a lancé les candidatures, en 2010, nous avions 100 places et on a eu plus de 1000 candidats. Et figurez-vous bien que les étudiantes et les étudiants qui avaient été recrutés, en majorité, ils venaient de Dakar. Pour dire, souvent, il y a un préjugé au niveau des jeunes. Maintenant, des opinions parfois qui ne sont pas fondées. Exactement. L'autre aspect, c'est en réalité ce qui rebute les jeunes, mais aussi qui rebute le pays, l'agriculteur lui-même. C'est avec une récolte. Mais vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas vivre. Par contre, si vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 récoltes dans l'année, mais à ce moment-là, l'agriculture est rentable. Vous pouvez vivre, faire vivre votre famille et en même temps pouvoir garder un peu d'argent. L'autre aspect aussi qui fait que l'agriculture rebute les gens, c'est les conditions de vie dans les campagnes. Et nous avons dans notre programme, le programme de modernisation des villages. Le Sénégal a à peu près 15 000 villages. Nous voulons, pendant le mandat, moderniser 1000 villages. Moderniser un village, c'est quoi? C'est aider les habitants à avoir des maisons correctes en adéquation avec l'architecture du terroir. C'est construire une école. C'est construire un dispensaire et une maternité. C'est construire des aires de jeu et de sport pour les jeunes. C'est pour des musulmans, si le village est constitué de musulmans, faire une mosquée pour eux. S'il est constitué de chrétiens, faire une église pour eux. Ensuite, avoir un marché et un espace entrepreneurial et artisanal. Un espace de confort. De confort. Que le village ait l'eau courante et l'électricité et l'Internet et qu'il y ait une forêt villageoise. Enfin, que le village soit connecté avec la route goudronnée la plus proche. Si on a cela, si on a l'eau 12 mois sur 12, je ne vois pas comment le paysan va se sentir frustré par rapport à ceux qui sont en ville. Au contraire, il va se sentir très bien, il va se reconnaître dans son environnement et il n'ira en ville que peut-être rendre visite à des parents ou aller faire du tourisme en ville, mais pas pour y aller comme c'est le cas aujourd'hui, dès la fin de l'hivernage, pour pouvoir joindre les deux bouts jusqu'à la prochaine saison. Absolument. Maintenant, concernant nos pays aussi, professeur Mary Teuw Niane, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas simplement les infrastructures, ce n'est pas aussi l'aspect économique, mais il y a aussi l'aspect immatériel. Et sur ce plan, le Sénégal est à la croisée des chemins. Vous, il y a quelques jours, vous avez soulevé un débat par rapport à la laïcité, qu'on doit déconstruire, voire même rejeter quelque part. Est-ce que les mots ne sont pas trop forts, professeur? Non, c'est le bon sens, tout simplement. Il n'y a même pas à aller loin, c'est le bon sens. Vous savez, j'ai regardé, quand vous regardez les pays d'Europe, tous les pays membres de l'Union européenne, il y a un seul pays qui a la laïcité dans sa constitution, c'est la République française. En dehors de ça, aucun autre pays, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, jusqu'à la Suède, etc., n'ont la laïcité dans leur constitution. Donc c'est une exception. Dans la France même, quand vous prenez les régions d'Alsace et de Lorraine, la laïcité ne s'y applique pas parce que les religions sont enseignées dans les écoles. Les prêtres, les pasteurs et autres qui les pratiquent sont payés par l'État français. L'archevêque de Metz est nommé par un décret du président de la République française. Donc, même en France, la laïcité n'est pas uniforme et générale. Or, la laïcité, elle est née quand? Le mot laïcité est apparu autour de 1870, dans les débats parlementaires. 1871, c'est la Révolution française, communément appelée la Commune de Paris, qui est une révolution fortement anticléricale. On a tué des prêtres, on a tué même, je pense, un évêque. En fait, la laïcité à la française, elle est athée.
elle est athée et elle a cherché à exclure la religion de l'espace public et particulièrement avec Jules Ferry de l'école. Et cela n'est pas notre culture et notre civilisation. Les États-Unis, il n'y a pas la laïcité dans leur constitution. Et pourtant, on dit souvent que c'est la plus grande démocratie. Chez nous, notre vivre ensemble, il est des siècles et des siècles antérieurs à 1960. Et nous vivons aussi bien musulmans, chrétiens, adeptes des religions traditionnelles, en bonne communauté, sans aucune difficulté. Et pourquoi alors avons-nous besoin d'importer un concept qui est totalement athée, alors que notre pays est foncièrement croyant? Mais maintenant, vous conviendrez avec moi aussi que si je suis d'accord, si je parle de votre postulat, mais il faut que aussi notre manière de vivre, je veux dire la tolérance et tout, il faut qu'on le conceptualise aussi, quoi, je veux dire. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Il n'y a pas besoin, parce qu'on a tellement de bonnes manières de vivre qui ne sont pas prises en compte par des concepts français. Sans doute nos concepts Wolof, Peul, Serer, Djola, Mandeng, Djahanke, etc., les formalisent. Mais on n'en a pas besoin parce qu'on vit avec tous les jours et on n'a pas besoin. Est-ce que vous pensez que c'est rédhibitoire par rapport à... Pour moi, il faut l'enlever de la Constitution parce que ça pose un problème grave qui est le fait que dans l'école publique sénégalaise, on n'enseigne pas nos religions. Or, une école qui est l'école sénégalaise ne peut pas fonctionner en reflétant ce que nous sommes sans y enseigner nos religions. Donc, c'est quoi? Elle n'a pas sa place. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je n'étais pas surpris de voir les gourous de la laïcité, parce qu'il y en a, c'est des gourous. Des gens qui, pour eux, la laïcité, c'est quasiment une religion. C'est pour dire, professeur, ne touchez pas à la laïcité. Vous êtes trop... Vous avez... Mais est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement peur d'un saut vers l'inconnu? Non, exemple, ils ont peur de ce qu'ils ont toujours empêché les Sénégalais de faire, qu'on enseigne nos religions dans nos écoles, nos figures religieuses, etc. C'est ça qu'ils ont voulu sortir de notre école et sortir de ce que nous sommes pour construire l'autre Sénégalais qui n'est pas nous. Or, nous, ce qu'on veut, c'est construire notre Sénégal tel que nous sommes, et avec nos valeurs de culture et de civilisation, avec ce qui fait de nous les meilleurs êtres humains. Et c'est pourquoi la question de la laïcité, ce n'est pas simplement une question de mots, c'est une question de fond dans notre vision du futur. Et c'est pourquoi je n'ai pas été surpris que ces gourous-là puissent sortir de partout pour essayer de dire, et surtout de faire une escroquerie intellectuelle. C'est de dire, notre manière de vivre, c'est la laïcité. C'est totalement faux. Notre manière de vivre, elle est là depuis Kocc Barma, depuis El Hadj Omar Foutiyou Tall, depuis Lat Dior, depuis Albouri Ndiaye, depuis Maba Diakhou, depuis Mamadou Lamine, etc., etc., jusqu'à la colonisation avec les Monseigneur Thiandoum, les Thierno Seydou Nourou Tall, les Abdou Aziz Sy Dabakh, etc., les Serigne Fallou Mbacké, etc. C'est ça notre manière de vivre. Et on n'a pas besoin de laïcité dans cela. Mais maintenant aussi, par ailleurs, professeur, la justice a été au cœur des contestations cette année, depuis plusieurs années d'ailleurs. Est-ce que dans votre programme, qu'est-ce que vous proposez pour réconcilier la justice avec une certaine population qui trouve que voilà, c'est une justice qui ne reflète pas vraiment les aspirations du peuple? Oui, pour nous, il y a un certain nombre de mesures que nous proposons qui doivent sans doute être légiférées
par la loi. Donc vous êtes d'accord que la justice a été malmenée? Je dirais simplement que le Sénégalais n'a pas aujourd'hui confiance en sa justice. Et ça, il est important de faire en sorte que la justice revienne au cœur de la confiance des citoyens. Et pour cela, cela demande un certain nombre de choses. La première des choses, c'est faire en sorte que le président de la République ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que cela est déjà une image qui n'est pas bonne. Exactement. Cette image-là, il faut l'enlever. Et l'enlever, c'est que le président ne le soit plus. D'autant plus que les présidents tous disent, mais nous sommes une minorité là-bas, c'est les magistrats qui sont les plus nombreux, etc. C'est eux qui prennent les décisions. Mais si tel était le cas, ça ne sert à rien qu'ils y soient. Et le fait de ne pas y être va donner plus d'indépendance, en tout cas d'image d'indépendance à la justice. L'autre aspect, c'est le rôle du procureur. Parce que dans notre système aussi, dans l'imaginaire, et aussi dans ce qu'on voit dans la réalité. Je prends un exemple, l'OFNAC, depuis que l'OFNAC a été créé. Tous les rapports, sans exception, qui ont été remis au procureur, aucun rapport n'a fait l'objet d'une suite. Ça ne veut pas dire quand vous remettez un rapport, que ce rapport signifie que la personne est coupable. Mais il est important qu'il y ait une suite, parce que c'est le juge qui va dire est-ce qu'il y a culpabilité ou il n'y en a pas. Mais il n'y a même pas ça. Donc il est important aussi que le cadre dans lequel évolue le procureur soit revu pour que de telles choses ne puissent pas avoir lieu. L'autre aspect, c'est qu'il faut renforcer les magistrats. Vous savez, on n'a pas assez de magistrats. J'ai compris qu'il y en avait un peu plus de 500. C'est peu pour notre population. Il faudra doubler, voire tripler. Encore que plusieurs d'entre eux ne veulent pas aller dans les autres régions. Oui, ça c'est l'autre problème sénégalais. L'autre problème sénégalais, mais déjà leur nombre est largement insuffisant. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'affaires de justice qui ne sont pas jugées pendant des délais anormaux. Donc il faut augmenter, je dis multiplier par 2 ou 3 en peu de temps le nombre de magistrats pour aussi les soulager et aussi soulager le citoyen sénégalais. Il faut aussi revoir les peines. Ça ne sert à rien d'emprisonner quelqu'un pour 3 mois, d'emprisonner quelqu'un 6 mois, 1 an. Tout à l'heure... Les mandats de dépôt aussi en a. Oui, je pense qu'il faut trouver des peines alternatives, surtout des peines éducatives. Vous savez, quelqu'un... Avec les bracelets électroniques. Moi, je voulais d'abord, sur cette question, des peines éducatives. Quelqu'un qui est condamné à 1 an, 2 ans, 3 ans, à 3 mois, etc., qu'il soit dans un centre de formation et où il va se former et travailler et produire. Donc, quand il va sortir de la prison, d'abord, il ne va pas être mélangé avec les criminels de plus haut niveau. Il va pouvoir ensuite exercer un métier. L'autre aspect, c'est le système de bracelet électronique. C'est aussi une manière de ne pas faire purger des peines à des gens, évidemment. Et je ne vois pas de difficulté particulière à ce niveau-là. Si seulement tout se passe selon les règles. Il faut que les choses se passent selon les règles. Si ça se passe selon les règles, je n'ai pas de difficulté, parce qu'au moins ça empêche la personne d'être emprisonnée. Moi, je considère que la prison doit être l'exception. Il y a des gens, il faut qu'ils aillent en prison, parce que c'est sauvegarder la société. Mais il y a d'autres, on peut aider à ce qu'ils se corrigent, à ce qu'ils se repentissent, et en même temps à ce qu'ils aient les moyens après
de vivre pour ne plus refaire ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est plus important. D'accord. Maintenant, je pense qu'on ne pourra pas épuiser peut-être tous les aspects du programme. Mais la dernière question que je vais poser par rapport à ce sujet, c'est, force est de constater qu'il y a deux Sénégal. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer l'équité sociale et l'équité territoriale? Oui, il y a plusieurs choses. L'équité territoriale, je vous l'ai dit, il faut revoir évidemment l'acte 3 de la décentralisation. Ça va demander un débat inclusif, large, etc. Mais je vous ai dit, un premier aspect, c'est essayer de rééquilibrer les villes et les campagnes à travers ce programme de modernisation des villages. Parce que si on fait le programme de modernisation de 1000 villages, je sais que le programme suivant, avec les mêmes coûts, on pourra moderniser 3000 ou 5000 villages. Parce que le Sénégal... Donc vous pensez qu'un programme comme le PUDC a été un bon programme dans sa conception? Je pense qu'il y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Et il y a eu de moins bonnes choses qui ont été faites. C'est valable pour beaucoup de programmes, comme on dit. Mais la modernisation du village, ce n'est pas PUDC. Ce n'est pas PUMA, ce n'est pas PUDC. C'est donner à ceux qui habitent dans les villages les conditions similaires à ceux qui habitent dans les villes. Et c'est ça qui va faire que la disparité, l'inéquité entre ville et campagne va disparaître. Le deuxième aspect, c'est au sein même des villes. Parce que les banlieues sont délaissées. Les banlieues, nous avons une bombe sociale dans les banlieues. Parce que ce qui va changer les choses, c'est le développement d'une économie. Il ne faut pas se tromper. Tant qu'il n'y a pas une économie, tant que l'emploi n'y est pas, toute tentative de dire on va rééquilibrer ne marchera pas. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, l'agriculture, il faut 12 mois sur 12. Et quand il y a ça, ça entraîne quoi? Ça entraîne l'agriculture est attractive. Ça entraîne que l'entrepreneur qui veut faire des usines de transformation agricole peut venir l'implanter parce qu'il aura la matière première toute l'année. Je n'ai pas parlé de l'élevage. Nous, on veut faire l'insémination artificielle de toutes les vaches pour qu'on ait assez de lait, pour que les Sénégalais boivent du lait. Aujourd'hui, combien de Sénégalais boivent du lait? Il n'y en a pas beaucoup. C'est un luxe. C'est un luxe. Or, on doit boire du lait, c'est un élément vital pour la santé. Là aussi, ça entraînera qu'il y ait des usines de transformation laitière. La même chose pour l'implantation des bassins aquacoles sur tout le pays. C'est aussi le gaz que nous avons, qui va nous permettre de l'amener au Sénégal oriental, à la Falémé, pour mettre en place la première sidérurgie en Afrique de l'Ouest. Et cette sidérurgie va nous permettre de lancer l'industrie mécanique et fabrication de rails, fabrication de voitures, de tracteurs, de bus, de motoculteurs et d'appareils électroménagers. Parce que en faisant cela, nous allons pouvoir aussi, avec les rails, développer le chemin de fer électrifié. Et donc, délocaliser tout le pays. Absolument. Imaginez déjà si on modernise notre chemin de fer existant. Et qu'on y ajoute, imaginez qu'on mette un chemin de fer Dakar, Mbour, Fatick, Kaolack. Qu'on mette un chemin de fer Tamba, Vélingara, Kolda, Sédhiou, Bignona, Ziguinchor. Le pays va revivre. Le pays va revivre. Et la même chose au nord, sur le fleuve Sénégal. La même chose au centre, en passant par Louga, jusqu'à Linguère, jusqu'à Ranérou, Ourossogui, Matam, etc. Le pays va revivre et la mobilité va être facile. Parce que aussi, l'équité territoriale passe aussi par la mobilité. L'autre équité territoriale, c'est l'électrification universelle de tout le monde. Que tout le monde ait accès à l'électricité, ait accès à l'eau, ait accès à l'Internet. Parce que c'est cela aujourd'hui, les besoins. Imaginez. Qu'il est connecté avec le monde. Être dans le monde et faire en sorte que nos femmes qui, dans les campagnes, c'est elles qui pilent le mil. C'est elles qui prennent les charrettes pour aller chercher l'eau.
que cela disparaisse. Parce que quand il y a l'eau courante, on n'a plus besoin d'aller chercher l'eau. Quand il y a l'électricité, on peut avoir les moulins pour moudre le mil, etc. Donc, on n'a plus besoin de mortier et de pilons. Je disais que le mortier et le pilon doivent rejoindre le musée des civilisations d'Afrique noire. Exactement, ça fait partie des grandes révolutions que le Sénégal doit faire. Et en le faisant, nos femmes auront le temps pour se consacrer à leur formation, à un métier, et avoir une activité beaucoup plus intéressante. Parce que les femmes sont une part importante de la population, effectivement. Mais maintenant aussi, professeur, nous allons vers des lendemains très incertains par rapport à l'élection présidentielle. La situation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle est un peu délétère, elle est illisible et tout. Donc, l'affaire Ousmane Sonko, les emprisonnements et tout. Donc, vous, quel est d'abord votre sentiment général par rapport à ça? Nous avons une chose que nous disons depuis des années, qui est que ces élections doivent se dérouler avec le président de la République qui doit les organiser sans y participer et avec la participation de tous ceux qui doivent y participer. Et heureusement, le président de la République a fait le bon choix, qui est de dire qu'il n'est pas candidat. C'est une excellente chose. Nous avons dit que ça ne suffit pas. Il faut aussi que ces élections soient inclusives et transparentes. Et il n'est pas compréhensible qu'on puisse vouloir éliminer un candidat particulier. C'est les Sénégalais qui doivent éliminer. Il appartient aux Sénégalais de dire « Marito, il ne nous plaît pas, on ne vote pas pour lui ». Mais il n'appartient pas au président Macky Sall de dire « Marito, il ne me plaît pas, donc il ne va pas participer ». C'est dans ce sens-là que nous pensons. Et nous le disons, nous le répéterons tout le temps qu'il faudra, que Ousmane Sonko doit participer aux élections. Il doit y participer. Son parti, même s'il est dissous, est un parti représentatif. Et il représente un courant au niveau du pays. Et il appartient aux électrices et aux électeurs sénégalais de dire ils en veulent ou ils n'en veulent pas. Voilà. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres. Donc nous voulons, et ça fait partie de nos principes que j'ai rappelés au début, qui est la paix. La paix est un élément essentiel. Et l'État est un premier facteur de la paix. Et les autres aussi, nous les invitons. Parce que la paix, il n'y a aucun pays qui s'est développé dans la violence. Donc la paix est essentielle pour le pouvoir, pour l'opposition, pour toute la société de manière générale. Donc ces élections-là, je pense, je considère qu'il est essentiel qu'elles se passent dans la paix, même si les actes posés, malheureusement, poussent à penser le contraire. Parce que lorsque le Sénat a pris la décision de dire que la DGE puisse donner ses fiches de parrainage au président Sonko, qu'est-ce qui se passe? On dissout le Sénat et puis on met d'autres personnes. On met d'autres personnalités. Même si on devait le faire, je pense que le moment est inapproprié pour le faire. Et toute la lecture que nous tous avons faite, c'est que le Sénat a dit quelque chose qui ne plaisait pas au grand patron et le grand patron a pris sa décision. Je pense qu'il faut que notre démocratie... Vous savez, Abdou Diouf a poussé à un niveau donné notre démocratie. Abdoulaye Wade a poussé à un niveau donné notre démocratie. Et c'est désolant que le président Macky Sall n'arrive pas à prendre de la hauteur pour que notre démocratie, lui aussi, il puisse la hisser à un niveau supérieur. Maintenant, nous allons peut-être finir. Comme vous parlez du président Macky Sall, vous l'avez accompagné pendant plusieurs années. Est-ce que, voilà, avec le recul, vous assumez un certain passif de son régime?
j'assume tout ce que j'ai fait du 29 avril 2012 du 29 octobre 2012 au 7 avril 2019 au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que c'est ce secteur-là que j'avais en charge et que j'ai mené, où j'ai mené de grandes réformes que tout le monde reconnaît. C'est pour cela que j'ai, je pense, le bonheur de pouvoir aller dans chaque université du Sénégal sans garde du corps, sans rien du tout, échanger avec les étudiants, les enseignants. Parce que je pense que nous avons bien travaillé. J'assume ce que j'ai fait durant cette période. Maintenant, on vous souhaite aussi de passer l'étape des parrainages parce que nous pensons que voilà, peut-être vous allez apporter de la consistance dans cette élection-là. Mais au cas où ça n'arrive pas, est-ce que vous allez soutenir quelle option, quel candidat, quelle idéologie? Vous savez, nous, pour l'instant... comment dirais-je, un oiseau de mauvaise augure. Vous savez, nos responsables qui sont assises ici et assis ici, nous tous, on part avec l'intime conviction que nous allons être candidats le 20 janvier prochain. Et si le 20 janvier, on avisera. Mais nous, notre intime conviction, c'est qu'on sera candidat le 20 janvier. Mais c'est Dieu qui décide. Nous sommes musulmans. Nous savons que c'est Dieu qui a dit, c'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. Et nous en sommes convaincus. Donc si Dieu avait décidé que ce ne serait pas nous, il le fera d'une manière qui fera en sorte que sans doute on ne participera pas aux élections. Vous parlez de la foi et de Dieu. Est-ce que vous pensez que le bris du pouvoir a malmené la démocratie ces dernières années avec des hommes politiques qui sont avides de pouvoir? Je pense qu'il y en a trop. Nous avons malheureusement des hommes politiques avides de pouvoir et avides d'argent. Avides d'argent. J'ai lancé sur ma page Facebook, c'est la 3e fois, de dire j'appelle tous les candidats à faire une déclaration de patrimoine et qu'il y ait une autorité indépendante qui puisse vérifier la véracité de ce qui est dit et si ça ne concorde pas, que ce candidat soit éliminé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que ma voix. Personne n'a réagi pour soutenir cela. Et cela me rend triste parce que cela signifie simplement que cet espace politique est quand même en grande partie un espace pourri. Et le rôle des intellectuels dans tout ça? Les intellectuels aussi ne tirent pas leur épingle du jeu. D'abord, beaucoup d'intellectuels se taisent, ne disent pas. Un intellectuel, le sens d'un intellectuel, c'est quelqu'un dont le métier est un métier de l'esprit et qui prend position dans le contexte politique. C'est ça un intellectuel. Un cadre n'est pas un intellectuel. Il peut être un intellectuel, mais il n'est pas en général un intellectuel. Mais quand les intellectuels ont peur, qu'ils disent je suis pour, je suis contre, je suis cela ou cela, mais qu'ils prennent position. Ça, c'est un gros problème. Et je pense qu'il est essentiel que l'on revienne dans le Sénégal des années 70, des années 80, avec le bouillonnement d'idées et la pluralité d'opinions. Parce qu'on a aussi un autre problème dans notre pays, c'est aujourd'hui la pensée unique. La pensée unique qui est développée. Vous dites quelque chose, ceux qui ne sont pas d'accord vous tapent dessus, ils ne réfléchissent même pas. Ceux qui sont avec vous vous applaudissent, ainsi de suite. Or ça, ce n'est pas le bon débat politique. Le bon débat politique, c'est le débat autour de ce qui doit faire le Sénégal de demain, en discuter et savoir qu'il y a des opinions divergentes, parce que les voies pour y arriver ne sont pas uniques. Il y a plusieurs voies pour y arriver et que chacun écoute l'autre et puisse discuter ce qu'il propose et ensuite que le citoyen se fasse une opinion et puisse faire son choix. Professeur Mary-Teuw Niane, le groupe LAS vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir. Je vous laisse conclure. Je tiens à remercier LAS et vous féliciter d'organiser ce type de débat. Parce que cela éclaire l'opinion. C'est important. L'opinion sénégalaise, je crois, elle est avide de connaissances
des programmes des candidats. Et je pense que, comme toutes les opinions des pays, les faits divers sont importants. Mais ça, c'est consistant. Et je pense que c'est important. Je voudrais donc dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais que nous allons vers des élections importantes. 2024, ce n'est pas comme 2019. Ce n'est même pas comme 2012. Parce qu'après 2024, c'est la production pétrolière et gazière. Donc c'est un véritable changement de paradigme économique qui va se passer. Et pour cela, il est important de mettre des hommes et des femmes intègres au niveau de notre pays. Et j'espère, j'ose espérer, que cette élection fera que les milliardaires de la République soient mis au placard. Merci, professeur. Chers internautes, chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre candidat. Merci.